Avec Isabelle, on va vous parler d'une exposition. Alors, le titre est assez curieux, ça s'appelle « Tenue correcte exigée », quand le vêtement faisait scandale. C'est quoi ça? C'est une première finalement cette exposition parce que c'est une rétrospective finalement sur presque 6 siècles de mode, sur ce qui a fait scandale. Alors il y a des choses qui aujourd'hui on peut se dire mais c'est pas possible, mais ça a fait scandale. Moi, j'ai appris, par exemple, que la femme n'avait pas le droit de s'habiller en homme depuis assez longtemps, mais il y a un arrêté en 1800 qui interdit aux femmes de s'habiller en homme et que si elle voulait s'habiller en homme, il fallait une autorisation de la préfecture. Et que le préfet de Paris, en 1969, a refusé d'abroger cette loi et que la loi interdisant aux femmes de s'habiller en homme, elle a été abrogée en 2013. C'est quand même assez incroyable. Je ne savais pas qu'elle existait. Et... En fait, idem pour la capuche. Il y a plus de 6 siècles, la capuche était interdite. Ah ouais. C'était subversif. Donc, aujourd'hui encore. Et oui. encore, il y a des États. Non, mais vous avez des États, par exemple aux États-Unis, en Oklahoma, où c'était interdit entre 2011 et 2015, par exemple, c'était interdit dans certains grands supermarchés parce qu'on avait peur, justement, ça faisait peur ces capuches. Ouais. Nous avons bien sûr rencontré le commissaire de l'exposition, Denis Brunat, et puis surtout Jean-Paul Gaultier, qui lui a souvent décrié la chronique. Regardez. De tout temps, il y a eu une tenue correcte exigée et c'est le thème précisément de cette exposition qui montre qu'au moins depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours, il faut encore porter un vêtement en accord avec son âge, son sexe, sa condition sociale, son métier et son pays. On ne peut pas comprendre pourquoi un vêtement a pu faire scandale si on ne montre pas les contextes. Pour cela, on a eu vraiment besoin de montrer des peintures, mais aussi des textes. On évoque tous les conseils vestimentaires qui sont donnés à travers les manuels de civilité, mais aussi les revues de mode. La deuxième partie de l'exposition est tout à fait essentielle puisqu'elle va à l'encontre même d'un tabou qui est écrit dans la Bible, qui dit qu'une femme ne portera pas d'habit d'homme et qu'un homme ne portera pas d'habit de femme. On peut voir ainsi toutes ces transgressions à la règle. Par exemple, ces femmes qui ont porté des chapeaux. Il ne faut pas oublier que le chapeau est un vêtement d'homme, des cravates, des vestes. On évoque aussi la longue histoire du pantalon féminin qui est né vers 1800, interdit par une ordonnance de la préfecture de police, ce qui n'a pas empêché bien sûr aux femmes de porter des pantalons, surtout à partir des années 1960. On évoquera également les hommes tentés par le vêtement féminin. Quand j'ai fait la jupe pour homme, c'est plutôt parce que je voyais un homme un petit peu différent. Pas parce que c'était mon fantasme, mais tout simplement parce que ça correspondait à l'époque qui évoluait et notamment le regard des femmes aussi sur les hommes qui avait changé. Et donc je me suis dit, je vais montrer cet homme quand même qui maintenant s'habille et qui est plus coquet. La troisième partie de l'exposition évoque les excès dans la mode, qui ont très souvent été condamnés. On va également évoquer les défilés qui, de 1983 à 2015, ont défrayé la chronique. Par exemple, John Galliano, dans son célèbre défilé, où il s'est inspiré notamment des sans domicile fixe. La tenue des rabbins, c'est parce que j'étais passé à New York et j'avais vu plein de rabbins avec leur tenue. Quand j'ai fait cette collection, je vais vous montrer la beauté de leur tradition. Le défilé s'est très bien passé. Par contre, il y avait eu quelques extrémistes qui ont eu quelques réactions négatives. Je crois qu'une mode qui peut marcher, même si elle peut paraître choquante, étonnante et avant-garde, si elle correspond à des envies même d'un petit groupe, elle peut avoir de l'avenir parce que ce groupe-là peut-être va grandir et va marcher. Voilà, ça se passe au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Si vous passez par là, c'est jusqu'au mois d'avril. Donc 23. vous avez le temps. Du temps, il faut prendre du temps parce qu'elle est longue, il y a plein de choses à lire.
Merci beaucoup. Et la moindre biscotte, ensuite un citron pressé, et plus rien jusqu'au déjeuner. Le sauna, ça me tue, vraiment ça m'épuise. Tu pourras très bientôt te cacher derrière ton micro. Aïe 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 que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore. Et voyez le résultat, le régime est passé par là. C'est tout neuf ça aussi, hein? C'est d'hier. C'est hier, oui. Bon, alors une nouvelle inquiétante et qui concerne les régimes yo-yo, ceux dont on vous dit que bah, ça vous aide à maigrir pendant un certain temps et puis après vous reprenez les kilos, etc. et ça n'en finit pas. Et c'est dangereux pour qui en particulier, nous dit cette étude? Alors, c'est une étude qui a été réalisée sur des femmes ménopausées. Une vaste étude de 158 000 femmes qui ont été suivies pendant 11 ans. 11 ans. Et on a regardé comment ces femmes soit maigrissaient, soit prenaient du poids, soit avaient un poids stable. Et on s'est intéressé particulièrement au régime yo-yo. Vous savez, ce régime, effectivement, qui est très restrictif au départ. C'est-à-dire, en général, les femmes consomment 1200 calories. Et c'est très peu quand on pense que, normalement, une femme active mange au moins pour 2000 calories. Donc c'est peu, on maigrit vite, 3-4 kilos par mois. Mais le problème, c'est que quand on arrête ce régime et qu'on reprend une alimentation normale, on reprend en général le poids et parfois même avec un petit bonus d'1 ou 2 kilos. Et quand les femmes ont multiplié les régimes yo-yo au cours de leur vie, souvent, elles pèsent plus de poids, elles sont plus grosses finalement que que quelques années auparavant, quand elle n'avait pas commencé ce style de régime. Et les chercheurs, au bout de 11 ans, nous disent que les femmes à la ménopause qui ont pratiqué le yo-yo, finalement, ont un risque 3,5 fois supérieur de mourir de mort subite et un risque 2,5 fois supérieur de décéder d'une maladie cardiovasculaire. À cause de ces régimes-là? À cause de ces régimes yo-yo, comparativement aux femmes qui, elles, ont gardé un poids stable pendant la durée de l'étude. Alors pourquoi cet effet yo-yo est-il si dangereux pour le cœur des femmes après 50 ans? Réponse en images. Au cours des régimes yo-yo, le tissu adipeux, c'est-à-dire notre graisse, se transforme et devient un vrai tissu endocrinien. C'est-à-dire que ce tissu va sécréter des substances toxiques, inflammatoires, qui vont aller dans les vaisseaux et qui vont venir abîmer l'ensemble des vaisseaux de notre organisme, et particulièrement les vaisseaux du cœur, les coronaires, et également les vaisseaux du cerveau. Ceci explique que les femmes qui ont fait des régimes yo-yo successifs ont plus de risques de maladies cardiovasculaires ou cérébrovasculaires. Lorsque les femmes ont un taux de cholestérol élevé ou de triglycérides élevés, avant de faire ces régimes yo-yo, le fait de faire des régimes restrictifs va diminuer le taux de cholestérol et le taux de triglycérides. Mais lorsque la reprise de poids va avoir lieu, à ce moment-là, il va y avoir une augmentation très importante de cholestérol et de triglycérides brutalement qui vont augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et de décès par mort subite. Il faut comprendre qu'un corps, ça fonctionne. Dans cette étude, seules les femmes ménopausées qui font du yo-yo et qui ont un poids normal au début ont un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires que les femmes qui sont obèses ou qui vont grossir progressivement ou même maigrir progressivement. Alors pourquoi? Tout simplement, chez les femmes qui font du yo-yo, il y a une transformation brutale du tissu adipeux, alors que chez les autres femmes, comme elles ont une prise de poids qui est régulière et lente, ou bien qui maigrissent également lentement, il n'y a pas de modification de la structure du tissu adipeux et le risque cardiovasculaire est nettement inférieur. Pour les femmes qui rentrent dans la ménopause et qui ont fait des régimes restrictifs toute leur vie, c'est-à-dire qu'en fait qu'elles mangent trop peu, il faut leur redonner un peu plus à manger pour qu'elles puissent stabiliser leur poids, voire même parfois maigrir. Pour les autres femmes qui pouvaient manger n'importe quoi et qui n'avaient jamais de problème de poids, à la ménopause, il faut qu'elles arrivent à avoir une alimentation structurée qui leur permette, cette fois-ci, de ne pas prendre de poids parce que leur métabolisme a changé. Donc, moralité, éviter de faire des régimes yo-yo en question à cet âge-là, autour de la cinquantaine. Exactement. Bonne résolution de début d'année, pas de régime yo-yo. Extérieur, nuit, zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma. Alors, deux informations pour commencer avec Anne Lavoie. C'est une qualité d'image
qui est jusqu'ici inégalé. Et puis en plus, Cocorico, c'est français. Oui, c'est français. Alors la qualité d'image, c'est-à-dire? Alors la qualité d'image, vous allez le voir dans le reportage, mais on a le sentiment qu'il y a comme un voile laiteux qui a disparu. Mais en fait, vous vous en rendez pas compte, parce que quand vous voyez le film, l'image, elle est belle. Et puis quand vous voyez la différence avec celle qu'on vous propose après, vous dites, bah oui, c'est vrai, on a l'impression qu'il y a un voile laiteux sur l'image que je voyais au début. Les couleurs sont plus franches, plus Voilà, fermes. exactement. En fait, c'est une société qui travaille à la fois en amont sur les films. On va parler de colorométrie, on va parler de contraste, on va parler de lumière, bref, l'étalonnage. Et c'est sur l'étalonnage, regardez, là vous le voyez très bien, regardez la différence. Il y a clairement à côté, comme s'il y avait un voile, comme si on vous l'avait ajouté, là, vous savez, mais on n'a rien ajouté du tout, sauf qu'il y a le film. Comme si on avait nettoyé à droite. Exactement. Et en même temps, cette société travaille aussi sur la projection, c'est-à-dire en amont aussi, et donc pour les salles de cinéma. Et donc ils vont travailler à la fois sur la façon dont on projette, sur les projecteurs, et aussi sur l'étalonnage des films. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont terminés, les réalisateurs viennent étalonner leurs films dans les studios et pour obtenir une qualité comme ça. Alors ça va ouvrir, bien entendu, parfois un peu de boulot nouveau pour certains chefs-op ou certains réalisateurs. Étalonner, il faut peut-être expliquer à ceux qui... C'est la colorimétrie, c'est le contraste, même oui, c'est ce que l'on fait ici. Il faut avoir la même qualité d'image du début à la fin du film, parce que des fois, ça a été tourné, c'est plus fort, moins fort. Mais si on a envie d'éclaircir plutôt votre visage plutôt que le mien, c'est possible. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, et ça offre ça. Alors, ils sont déjà installés en France, il y a 14 salles. En Europe, ça fait que 2 mois, hein. Et ils sont allés proposer ça également à Hollywood, à Los Angeles, où on les a bien entendu écouter. Mais enfin, comme c'est pas américain, on n'a fait que les écouter pour le moment. Regardez en tout cas ce que ça donne. Claircolor, c'est d'abord une utilisation du projecteur différente. Donc on a déréglé un projecteur existant pour augmenter sa capacité de contraste et de lumière. Donc plus de lumière, plus de contraste. Et du coup, on fait un étalonnage spécifique. C'est parce qu'on fait cet étalonnage sur ce projecteur qu'on a une version différente, plus brillante, plus colorée de l'image du film. Et du coup, il suffit de retrouver le même projecteur dans les salles pour avoir droit à cette version. Alors l'étalonnage, en fait, c'est après le tournage. Donc on a déjà tous les éléments en fichier numérique. Et l'étalonnage, c'est là où on choisit les couleurs de chaque plan, où on va les faire plus bleu, plus rouge, plus clair, plus sombre. Et c'est à ce moment-là où, entre la version d'étalonnage et le projecteur, on a rajouté, on va dire, notre sauce à nous, notre formule mathématique pour causer entre l'étalonnage et le projecteur, de manière à augmenter justement la dynamique de l'image. On a quelque chose non seulement de plus clair, mais surtout quelque chose qui a plus de volume à l'intérieur de l'image. On augmente le domaine des possibles, et à partir de là, le choix artistique est évidemment le choix principal. Dans un premier temps, il faudra effectivement choisir sa salle. C'est pour ça qu'on va labelliser les salles. Et ensuite, on est persuadé que ce sera le standard de demain. Et donc l'intégralité des salles seront en éclair-color, de la même manière que la télé sera en HDR, qui est en fait la même famille de systèmes. C'est vrai que nous aussi, à la télé, on a connu ça, d'autres évolutions. C'est vrai, quand il a dit à l'HD, haute définition, c'est différent de ce que tu avais connu. On s'est découvert une peau nouvelle. 14 salles de cinéma actuellement. La prochaine, c'est le cinéma Vapler dans le 18e arrondissement. Et les films, donc, qui sont passés dans leurs mains, eh bien, il y a Dalida qui va sortir et qui sera en éclair-color. Il y a également le film de Claude Lelouch, Chacun sa vie. Claude Lelouch qui... devrait installer d'ailleurs dans son cinéma au film 13 Avenue Hoche ce système-là pour pouvoir diffuser ses films également. Alors le film de Claude Lelouch, c'est peut-être au mois de mars. Je croyais que j'avais une petite date pour ça. Non, j'ai pas de date. Pas encore, mais c'est le mois de mars environ. Talent. Et bien avant cela, on va s'intéresser avec Valérie Le Rouge, notre correspondant permanent à Bruxelles, à un anniversaire. 100 ans. Qu'est-ce qui fête ses 100 ans en Belgique? Vous allez voir. C'est un plat que les Belges ont retrouvé sur la table du réveillon, mais pas seulement. C'est au menu du jour des brasseries belges. Alors de quoi s'agit-il? Valérie, bonjour.
Bonjour William, bonjour à tous et meilleurs vœux à tous. Eh bien, il s'agit de crustacés, de crevettes grises en particulier. Rien de très original, mais détrompez-vous, car ici elles ne sont pas présentées et alignées au milieu d'un plateau de fruits de mer. Elles ne sont pas consommées brutes, mais elles sont transformées en croquettes de crevettes qui ont donc 100 ans. Alors le nom ne fait pas rêver, l'apparence pas beaucoup plus d'ailleurs, et pourtant c'est excellent et les Belges en raffolent. J'en connais pas un qui vous dira le contraire. Alors l'histoire retient que le plat a été conçu durant la guerre 14-18 pour alimenter les soldats dans les tranchées du nord de la Belgique. D'abord parce que c'était calorique, vous allez le voir dans le reportage, et également parce que ça permettait de conserver ce qui était difficilement conservable, c'est-à-dire des produits de la mer. Alors assez parlé, je vous emmène en cuisine dans le restaurant qui a ramené et gardé la recette originelle. Reportage avec Marie Berthomé et Hervé Verloès. Dans les restaurants à poissons du royaume, c'est de loin le plat le plus vendu. La croquette de crevettes. En apparence pas très raffinée et le dressage pas très sophistiqué, c'est pourtant un incontournable de la gastronomie belge. C'est de l'or en barre, façon de parler. Ça, on mange à n'importe quand. Il y en a dans tous les restaurants. Allez à la côte belge, partout il y en a. Sans doute qu'un grand restaurant français serait pas d'accord avec ça, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que ce soit bon et c'est vraiment très bon. Et même les restaurants chics en proposent. Ici, la recette est la même depuis un siècle. Ça commence par le décortiquage des crevettes. Micheline en prépare jusqu'à 12 kilos par jour. Chacun sa technique. Moi, je la prends, je tourne la queue, j'enlève et je tire la tête. Il y a des personnes qui travaillent différemment. Ils prennent la tête et ils enlèvent la queue après. Ils ont voulu inventer une machine, j'ai jamais entendu qu'elle a fonctionné. Et dans la crevette, rien ne se jette. Voilà, donc là, je vais lancer le fumet de crevettes. Le chef utilise les déchets de crevettes et des légumes infusés quelques minutes pour préparer un bouillon qui servira de base à sa préparation. Y ajouter farine et beurre pour la texture, puis un mélange d'épices dont seul le chef a le secret. Je rajoute le jus de citron, je rajoute la crème. Et avec ça, on fait une sorte de pâte dans laquelle on rajoute les crevettes. Du fromage râpé avant de laisser refroidir et durcir le tout. Et alors le miracle va se produire. Les portions de 160 grammes sont roulées dans la chapelure avant d'être frites 3 minutes, tout comme le persil qui les accompagnera dans l'assiette. Voilà, bonne dégustation. Le plat est vendu 16 € tout de même, quand on vous dit que c'est gastronomique. Ouais, c'est pas calorique du tout ça. Avec un petit coup de mayonnaise peut-être, non? Je sais jamais. Non, du citron quand même, pour Mais donner un semblant de légèreté. Elles viennent d'où les crevettes là? Elles sont belges? Alors oui, mais pas seulement. Il y a bien sûr les crevettes d'Ostende, assez réputées, donc au nord de la Belgique, mais ça ne suffit plus car on en pêche 6 fois moins aujourd'hui qu'il y a 50 ans et il en faut pour faire ces fameuses crevettes. Donc on importe pas mal de crevettes grises d'Allemagne et des Pays-Bas car la Belgique, à cause de ces fameuses croquettes de crevettes, consomme quand même à elle seule 54% de la production globale de crevettes grises. Merci Valérie. Et il y en a beaucoup de journaux en France. Il les lit tous, bien sûr qu'il les lit tous, toute la nuit. Les journaux régionaux et les journaux nationaux. Mais là, celui-là, je ne connaissais pas. Pas assez bien, d'ailleurs. Oui, bonjour William. On va commencer par un quotidien, effectivement, dont on ne parle pas souvent. C'est le Petit Bleu d'Agen. Et je lis ce matin à la une du Petit Bleu d'Agen que la ville d'Agen compte 34 126 habitants. Mais une question me turlupine. 34 126, c'est en comptant ou sans compter les producteurs de pruneaux. De la même manière, je lis à la une d'un autre quotidien régional, La République des Pyrénées, que les salariés de la clinique d'Ormeaux entament leur 56e jour de grève. Mais une question me turlupine. 56 jours de grève, c'est en comptant ou sans compter les jours fériés? Et puis toujours, dans le même genre, je lis cette question à la une de la presse de la Manche. Que nous réserve 2017? Mais une question me turlupine. 2017, c'est en comptant ou sans compter les années bissextiles? Bon,
Je vais m'arrêter là, je chipote un peu, je pose toutes ces questions parce qu'en France, on a un petit problème avec les chiffres. Prenez la nuit du réveillon. Pendant la nuit du réveillon, 945 voitures ont été brûlées. Mais pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, ce sont 650 voitures qui ont brûlé. Alors moi, une question me turlupine, est-ce qu'on ne nous prendrait pas un peu pour des benets? En fait, pas du tout. Le ministre, lui, ne compte que les mises à feu directes. Le problème, c'est que quand une voiture prend feu, la voiture d'à côté prend feu aussi très souvent. Mais ça, pour le ministre, ça ne compte pas. Pour le propriétaire de la voiture, c'est pareil. Il est dans la même mouise, mais ça ne compte pas, lui dit-on. Alors, en langage journalistique, on appelle ça un constat arrangé, ainsi que vous venez de le lire dans Le Parisien. Vous avez aussi, pour dire les choses, les mots choisis par Le Monde. Regardez, il est question du choix d'un indicateur plus favorable et de l'absence de volonté de dissimuler quoi que ce soit. Je me fais là l'écho du porte-parole du ministère. Alors, s'il existait un championnat du monde de l'euphémisme ou de la précaution oratoire, la France aurait toutes ses chances. On enverrait nos champions de la rhétorique dire, devant un jury conquis, que le réveillon de la Saint-Sylvestre s'est déroulé sans incident majeur, j'imagine que cela veut dire sans attaque terroriste, et on raflerait toutes les médailles possibles. Ce réveillon sans incident majeur, pour reprendre la formule du ministre de l'Intérieur, qui fait aussi le titre de l'édito du Figaro, a le don d'agacer le journal, qui du coup nous gratifie d'une double page d'incidents majeurs, qui ont en plus la particularité d'avoir lieu tous les jours de l'année. Vous avez sous les yeux ni plus ni moins que la carte de France des crimes et délits. On va la voir, 3 700 000 crimes et délits en 2016. Le réveillon sans incident majeur, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de cet état des lieux. Alors, sans surprise, estime le Figaro, la Seine-Saint-Denis et ses 18 agressions pour 1000 habitants caracolent en tête du palmarès. Elle est talonnée par Paris, dont les particularités exigent un traitement distinct, on va y revenir. Les Bouches-du-Rhône et leur trentaine de morts par arme à feu en 2016 affichent également un taux de violence peu enviable, avec 11 faits pour 1000 habitants. Et alors, dans les départements lointains, tous les records sont battus. Plus de 23 faits de violence pour 1000 habitants en Guyane. La Guadeloupe, la Martinique et la Réunion intègrent le top 10 des départements les plus dangereux. Du côté des cambriolages, c'est la région lyonnaise, on l'a aperçu sur la carte, qui détient la palme, ou plutôt dans le classement qui est à droite. Alors, le Rhône a une spécificité, paraît-il, c'est-à-dire que les malfaiteurs y agiraient en bandes organisées avant de regagner les pays de l'Est, qui ne sont qu'à quelques heures de voiture. C'est une question géographique. C'est en tout cas ce que nous explique un policier dans le Figaro. Et alors, j'y faisais allusion, le cas particulier de Paris. Alors, il y a des endroits à éviter dans Paris et la région parisienne. Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, les pavillons sous bois aussi, le 1er arrondissement de la capitale aussi, là où se trouvent les Halles, et puis le 8e arrondissement également. Le 8e, ce sont évidemment les Champs-Élysées. Alors, pour avoir la paix, je vous conseille Marne-la-Coquette, très mignon, c'est là qu'habite Johnny, tout le monde le sait, on peut le dire, Vaucresson, Ville d'Avray, très mignon tout ça. Chevalier, il habitait Marne-la-Coquette, aussi, me semble-t-il. Hugo Frey est dans le coin aussi. Voilà. Alors voilà, vous verrez le détail dans le Figaro. Et quant à moi, je vous souhaite, William, une journée sans incident majeur. Caroline Roux reçoit ce matin Didier Guillaume. Il est président du groupe socialiste au Sénat. Oui, il est député de la Drôme, mais il est surtout le directeur de campagne de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre présente aujourd'hui son programme pour la primaire. Et vous savez quoi? Le même jour, Vincent Payon présente lui aussi son projet. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Bon, ça suffit une semaine de vacances pour penser à un projet présidentiel? Non, mais ça n'a pas duré une semaine, ça a duré plusieurs semaines. Mais en tout cas, la trêve des confiseurs a servi à Manuel Valls et à toute l'équipe pour bien réfléchir, pour mettre en place l'architecture, pour écouter ce qu'ont dit les Françaises et les Français qu'il a rencontrés, pour lire les notes qui ont été données. Donc voilà, nous sommes... C'est sérieux? Vous répondez sérieusement? C'est-à-dire qu'une semaine de réflexion pour penser un projet présidentiel, on n'est pas clairement dans l'improvisation. Mais attendez, on n'improvise rien, c'est pas une semaine de réflexion. Manuel Valls est en politique depuis 30 ans, il a été maire d'Évry, il s'est nourri, il s'est enrichi de ce mandat du local au contact de la population bigarrée de l'Essonne et d'Évry. Il a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre, il a eu à affronter des crises, il a une expérience. Donc pendant qu'il était aux responsabilités, il pensait à son projet présidentiel. Vous cherchez toujours, Caroline Roux, la petite bête. Pendant qu'il était aux responsabilités, il s'est nourri de ses responsabilités. Le président de la République a fait un choix qu'il faut respecter. Il a fait le choix de ne pas se représenter et de vouloir que la gauche puisse aller plus loin, puisse se rassembler. Et nous pensons que Manuel Valls peut être celui qui peut rassembler la gauche à partir de son expérience, mais
C'est le candidat qui a été pendant 5 ans ou 4 ans et demi au gouvernement, donc il soutient le bilan de ce gouvernement sans aucun état d'âme, mais en même temps, il se donne le droit d'inventer de nouvelles propositions. C'est un projet de continuité. C'est un projet à la fois de continuité de la social-démocratie. Il se met totalement dans les pas du social-réformisme, de la gauche qui veut gouverner, de la gauche qui veut être aux responsabilités. Vous savez, très souvent, on fait des programmes très à gauche pendant les campagnes électorales, puis lorsque l'on arrive au gouvernement, on est un petit peu moins à gauche. Là, il faut avoir le juste équilibre. Et le juste équilibre, c'est de prendre acte de ce qui s'est passé, chaque fois que nous avons été aux responsabilités, et d'essayer de faire pour la première fois, à part François Mitterrand, qu'un gouvernement puisse être prolongé avec un autre candidat. L'objectif de cette campagne présidentielle, c'est que Manuel Valls fasse mentir tous les pronostics aujourd'hui. Parce que les femmes et les hommes de gauche doivent relever la tête, doivent prendre de la fierté. Aujourd'hui, le choix qui est face à nous entre l'extrême droite très dure et la droite très dure, c'est une autre voie que nous voulons. C'est pas le choix d'un figurant, c'est ça que vous voulez nous dire, avec une gauche qui aurait déjà perdu. On l'appelle la gauche Prozac, il paraît. Oui, enfin, vous lisez la presse. Moi, oui, comme vous. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne veux pas faire des commentaires. L'élection primaire, l'élection présidentielle, ce n'est pas 3 petits tours et puis s'en vont. Ce n'est pas je fais les 2 tours de la primaire, je viens figurer au premier tour de la présidentielle, mais tout ça est balayé. Non. La gauche doit gagner l'élection présidentielle. On peut parler du fond. Juste un mot sur le projet de Manuel Valls. Est-ce qu'on va retrouver le Manuel Valls d'une autre primaire, celle de 2011 ? Oui. C'est le même ? Manuel Valls doit faire du Manuel Valls. Manuel Valls, il est reconnu pour son franc-parler, il est reconnu pour sa force, il est reconnu pour entraîner, il a des valeurs qui lui sont propres, les valeurs de gauche, les valeurs socialistes. Il a adhéré au Parti socialiste il y a 30 ans, mais il a eu des responsabilités. On l'avait un petit peu perdu, pardonnez-moi de vous couper Didier Guillaume, parce que depuis qu'il est sorti de Matignon, il y a une période d'atterrissage un peu compliquée. Quand il disait le 49.3, il faut y aller au nom de la réforme, quand il était aux responsabilités en tant que Premier ministre. Et en sortant de Matignon, il nous explique qu'il veut supprimer le 49.3. Il y a eu un moment de flottement. C'est lequel de Manuel Valls ? Il n'y a pas eu de flottement. Je vais vous dire, Caroline Roux. Le 49.3, c'est voir la réforme des institutions par le petit bout de la lorgnette. Le 49.3, il a utilisé 2 fois à Matignon. Une fois pour faire passer la loi Macron, puisqu'on nous disait que cette loi allait passer de façon transversale, et elle n'est pas passée. Et puis une fois pour la loi travail, et nous assumons. Je veux d'ailleurs profiter de cet instant pour avoir une pensée très émue pour François Chérec, qui était un grand leader syndical, parce que la loi travail, elle a été faite aussi à partir des idées qu'ont pu amener les syndicats réformistes. Et donc, l'idée de repenser la loi différemment, c'est de se dire, les Français peuvent se sentir brutalisés, choqués lorsqu'on utilise le 49.3. Manuel Valls l'assume, il n'y a pas de regret, il fallait le faire. Mais demain, dans une présidence moderne, le 49.3 pourrait être mis de côté. Les autres aussi présentent leurs projets. C'est le cas de Vincent Payan aujourd'hui. Hier, il a dévoilé quelques propositions, notamment l'idée assez surprenante, en tout cas, c'était pas dans le débat jusqu'à présent, de revenir sur les déficits publics avec 1,5 point de déficit en 2022. C'est l'objectif qu'il se fixe en disant on peut continuer à investir grâce à l'Europe. Discours européen, européiste même du député européen Vincent Payan, qui dit en gros il faudra un plan d'investissement de 1 000 milliards d'euros. Le retour à l'équilibre, le retour à des déficits publics à 1,5 en 2022, c'est important. Non, nous pensons, Emmanuel Valls l'a assumé, le fait de dire que 3% de déficit, c'est la barre qui est fixée par l'Europe. Il ne s'agit pas d'aller plus bas, il ne s'agit pas de faire des dépenses plus fortes, parce que nous voulons assumer notre modèle de santé, notre modèle social, et nous voulons investir. Mais nous ne voulons pas faire une campagne présidentielle, une campagne de la primaire, en évoquant des pourcentages, en évoquant des milliards. Les Français n'y croient plus. Qu'est-ce que c'est 1 000 milliards pour quelqu'un qui gagne 1 250 € par mois ? Donc nous, ce que nous voulons, c'est des idées qui entraînent. C'est la vision que Manuel Valls a de la France. La façon dont il veut entraîner les Français, leur dire pourquoi je vous demande de me faire confiance, parce qu'après la primaire, il y a l'élection présidentielle. Il va leur fixer un catalogue de propositions, c'est ça ? Exactement. Le projet pour la France que Manuel Valls proposera tout à l'heure, ce n'est pas un catalogue de promesses et de milliards. Les Français n'y croient plus. Ce sont des orientations fortes, des orientations cohérentes, dans lesquelles on retrouvera ce qu'est Manuel Valls, qui est Manuel Valls, on retrouvera le bilan de la gauche aux responsabilités maintenant comme avant, mais également le droit d'inventer et d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'il doit démontrer, Manuel Valls, en 3 semaines ? Il doit démontrer qu'il a la force d'être président de la République. Il doit encore le démontrer, ça ? C'est ce qu'il s'agit dans cette primaire. C'est
qui peut être au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas préparer je ne sais quelle autre organisation de la gauche. C'est qui peut être au deuxième tour de l'élection présidentielle pour l'emporter. Et c'est la première démonstration qu'il devra faire. La deuxième démonstration, c'est de montrer qu'après le bilan, il a des idées nouvelles, des idées novatrices, des idées modernes, des idées fortes, des idées qui peuvent cliver afin de porter un projet présidentiel. Et enfin, d'être capable de rassembler la gauche et au-delà de la gauche. Quelle leçon il a retenu de la primaire de la droite ? La primaire de la droite a été très instructive. D'abord sur la forme, très réussie. Bravo à eux et à leur organisation. Beaucoup de monde. Et ce qu'on s'est aperçu dans cette primaire de la droite, c'est qu'il fallait s'adresser aux Françaises et aux Français. Il ne s'agissait pas d'envoyer je ne sais quel signal, on mange plus de frites que de jambon, on est heureux, l'identité heureuse. François Fillon, lui, il s'est adressé au cœur de l'électorat de la droite. Mais en parlant à l'électorat de la droite, il s'est aperçu que ces propositions n'allaient pas. On voit bien, aujourd'hui, il essaye d'inventer quelque chose d'autre sur la Sécu, dérembourser les médicaments, péter le modèle social. C'est très un drame pour les Françaises et les Français. Ça veut dire que Manuel Valls ne fera pas cette campagne uniquement pour la gauche, pour son camp. C'est ça que vous voulez nous dire ? Manuel Valls va parler aux socialistes, va parler à la gauche et va parler aux Français. Parce que l'élection primaire, c'est le tremplin pour l'élection présidentielle. Donc, ce sont les femmes et les hommes de gauche qui vont venir voter à la primaire. Il faut leur parler. Mais le discours de la primaire ne doit pas être en décalage avec le discours de la présidentielle. Il est favori, votre candidat ? Non, il fait le travail. Tout le monde est sur la ligne de départ. Nous verrons bien. Nous pensons, et moi je pense personnellement, que c'est celui qui peut le mieux incarner la France. Merci beaucoup Didier Guillaume. Merci à vous. C'est à vous William. Merci. À demain. Laura du Web, alias Laura les bons tuyaux, va vous donner un excellent tuyau pour vous aider à éviter le gaspillage alimentaire. C'est plutôt innovant. À lutter contre le gaspillage alimentaire. 9 millions de tonnes par an gaspillées rien qu'en France. Ça représente, alors quand on dit un chiffre comme ça, c'est assez flou, mais par personne, ça représente 137 kilos par an de gaspillage alimentaire. J'en connais ici qui gaspillent pas. Hein. Oui. Hein? Il paraît qu'il y en a certains qui compensent, il faut bien équilibrer. Il y en a qui gardent tout. Donc comment faire pour lutter contre ce gaspillage alimentaire puisqu'on est dans une nouvelle année, bonne résolution? Eh bien, il y a une nouvelle application absolument géniale qui s'est dit finalement aujourd'hui dans le gaspillage alimentaire. Il y a le gaspillage qui est créé par la grande distribution, par les commerçants, par la restauration qui, le soir arrivant, ont des invendus. Ouais. On ne peut pas les remettre en rayon le lendemain. Oui, ce n'est pas une volonté de leur part. Ce n'est pas une volonté de leur part, c'est la loi. Oui, c'est la loi, il faut le mettre à la poubelle. Et plutôt que de le mettre à la poubelle, ils se sont dit, tiens, si on incitait tous ces commerçants, un peu avant la fermeture, ils peuvent évaluer ce qui va leur rester et ce qu'ils vont devoir mettre à la poubelle. Ils vont, grâce à l'application, dire, on fait moins 50% sur tel repas, puisque sinon on va le mettre à la poubelle et donc on va inciter les gens... Sur tel produit, sur tel légume, etc. Exactement. Les gens du quartier à venir acheter et à ainsi éviter le gaspillage alimentaire et ne pas aller faire des commandes ou aller au restaurant, mais de consommer mieux, moins cher et bien. Il s'agit de produits frais de la journée. De la journée, exactement. Donc nous sommes allés rencontrer la fondatrice de cette application. Too Good To Go, c'est une application mobile qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc en fait, on connecte les commerçants et les utilisateurs de l'application mobile pour permettre aux commerçants en fin de journée, au lieu de jeter leurs produits à la poubelle, de permettre aux utilisateurs de les récupérer à petit prix. L'idée, c'est de faire un concept gagnant-gagnant où le commerçant a des poubelles vides en fin de journée et où l'utilisateur peut s'engager contre le gaspillage alimentaire en récupérant ses produits à petit prix. On a Vento du Macro avec ceci. Super. Comment les commerçants ont réagi quand vous leur avez parlé de l'application? Alors, quand on présente l'application aux commerçants, en général, ils sont assez contents. C'est vrai que quand on est commerçant et qu'on fait des produits frais tous les jours et qu'on doit les mettre à la poubelle à la fin de la journée, ça fait vraiment mal au cœur. Et donc, pour eux, avoir une solution, c'est vraiment un plaisir. La solution, elle est simple, elle est gratuite, elle permet de générer un nouveau flux de clients qui découvrent leur commerce. Donc c'est vrai qu'on leur présente vraiment comme une solution où tout est gagnant pour eux. Après, c'est vrai que la difficulté qu'on peut avoir de temps en temps, c'est que c'est du changement. Et donc pour un commerçant, ça fait 20 ans qu'il fait son travail de la même manière. Et pour eux, c'est quasiment devenu une habitude de jeter en fin de journée, même si ça fait toujours mal au cœur. Et donc ça prend juste un peu de temps en fait de se dire « Ah mais en fait, je peux avoir une autre solution que de jeter mes produits en fin de journée ».
Quel type de commerçant ça concerne? On va du boulanger au traiteur, au supermarché, au buffet d'hôtel. Bonjour. J'ai récupéré mon Too Good To Go. Comment vous avez défini la tranche horaire? L'idée, c'est que ça doit être à la fermeture du commerce. Donc tout simplement, quand le commerçant est en train de fermer son magasin et qu'il s'apprête à jeter ses produits, et ben là, il y a un héros anti-gaspi qui arrive et qui récupère l'ensemble des produits restants. Quelle est l'économie qu'on va réaliser? On est systématiquement sur des réductions de plus de 50% qui permet vraiment d'avoir un concept gagnant-gagnant où le commerçant, au lieu de récupérer 0 € et de payer des coûts de traitement de déchets, etc., il récupère une somme et où l'utilisateur peut vraiment manger à petit prix. On a aussi l'idée de pouvoir impliquer un plus grand nombre dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et d'en faire bénéficier tout le monde. Et donc sur l'application, il y a aussi une option qui est Donne à un sans-abri, où en fait une personne peut payer 2 € sur l'application pour que nos équipes de Too Good To Go passent récupérer chez nos commerçants partenaires les invendus et les distribuent aux gens qui sont dans le besoin, dans la rue, et notamment en ces moments assez froids dehors. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est une bonne idée. Elle a réussi à convaincre un maximum de Oui, de alors commerçants. c'est le début de l'application, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il faut que ça puisse être valable partout en France, chez le plus de commerçants, d'hôtels possible. On a vu, on peut même prendre son petit déjeuner à petit prix, puisqu'une fois que le buffet du petit déjeuner est terminé, les hôtels jettent les viennoiseries. Et là, vous pouvez les récupérer à petit prix, ou pourquoi pas en faire cadeau à un sans-abri, l'acheter. Et c'est l'équipe de l'application qui se charge de donner les petits déjeuners Et ou pour les les repas. commerçants, il faut arriver une demi-heure avant C'est que une ça demi-heure. ferme. En général, ils font ça une demi-heure, 1 heure avant la fermeture. D'accord. Ça s'appelle Too Good To Go, c'est en anglais, mais ils ont une volonté de s'expatrier, d'aller De vendre ça à l'étranger. conquérir le monde entier. Merci Laura. À tout à l'heure. Peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Nous vous parlons il y a un instant d'éviter le gaspillage. Là, c'est une autre idée, mais quoique. Protéger la nature, l'environnement, vous avez déjà entendu ça. Et comment faire pour sensibiliser, effectivement, les citoyens que nous sommes à ce genre de choses. Eh bien, les meilleurs spots de campagne d'une célèbre association qui a pour logo un petit panda. Un petit panda qu'on connaît bien tous. Qui se manifeste assez souvent, qui régulièrement. se manifeste assez même. souvent et qui, même le Fonds de préservation pour la nature français, parce qu'on connaît les sigles anglais, mais qui a même une antenne en France. Donc, ils se sont dit oui, faut faire en fait de la publicité, voilà, tout simplement. Alors attention. C'est pour des dons, pourquoi Ce sont pour des dons et surtout pour sensibiliser les gens à la cause. Parce qu'en fait, on pense aux petits pandas, sauver les espèces en danger. C'est vrai, on va voir le premier spot, il s'agit de tigres. Les tigres, on les a recensés en 2010, ils sont 3000. 3000 dans le monde entier, dans 13 pays. Donc l'objectif, c'était doubler le nombre de tigres vivants. Voilà. Alors ça peut être un objectif, mais ils ont des tas d'autres objectifs qui concernent plus généralement la nature, la préservation, donc qui luttent contre le réchauffement climatique. Mais comment faire pour sensibiliser les gens à la sauvegarde du tigre? Direction nos amis les Grands-Bretons. It had big giant claws and its big giant paws. Par mois. Oui, alors là, ça tombe bien parce que cette famille habite en pleine forêt amazonienne. Mais sinon, c'est pas toujours facile Oui, voilà, de les sauver. C'est un petit peu gênant. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, avec l'équivalent de 5 pounds, avec pounds, des pounds. Des pounds, avec quelques euros par mois, vous pouvez sauvegarder les tigres. Et vous dites, mais attendez, sauvegarder les tigres, concrètement, c'est quoi? Ils ont des pièges photographiques pour
essayez de recenser le nombre de tigres. Le but, s'il y en avait 3000, il faudrait qu'il y en ait 6000. Oui, mais on va pas s'amuser à les compter un par un, les tigres. Comment va-t-on faire pour savoir s'il y en a plus ou moins? Il y a des gens qui font ça, non? Comment ils font? Ils photographient les tigres, et chaque tigre a en fait des rayures qui lui sont propres, comme nos empreintes digitales. Et donc une fois que vous avez la photo d'un tigre, vous n'avez pas besoin de lui mettre une petite puce pour le repérer. Vous savez que celui-là, c'est Hector. Et donc si vous le recroisez, vous ne le comptez pas 2 fois. Et donc ça leur permet de recenser, puisque c'est ça le but, hein, le nombre de tigres sur Terre. Et là, il a fait 3000 photos, le gars. Ah bah voilà, c'est ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, ils ont de la chance. Il y a une mannequin très célèbre qui fait des défilés pour une marque de lingerie avec des ailes dans le dos, etc., qui est néerlandaise, qui s'appelle Dunsen Kroos, et qui... elle est néerlandaise, elle est des Pays-Bas, elle est très sensible à la cause animale, et elle s'est dit, bah tiens, moi... On aimerait parfois être un tigre. Et voilà, et elle s'est dit, bah moi, tiens, allez, je suis généreuse, et bah je vais leur faire un spot gratuit, comme ça pour eux, sympa. Faites un spot, Dunsen. Et ça a encouragé les dons, là. Bah, ça sensibilise, là, que c'est marrant. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, vous étiez plus sensible que le tigre. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui vous attire plus. Je collecte les dons, hein, voilà, pour tous ceux qui veulent. Je dirais les porter moi-même. Bien sûr. Pour être sûr que ça lui parvient. Voilà, à elle en particulier, qui se chargera de les remettre ensuite au bébé panda. Elle aussi, elle habite dans la forêt amazonienne. Elle n'est pas très... Oui, elle n'est pas très habillée. Mais elle a fait ça pour la grappe. Si le fond devait se payer une mannequin comme ça, ce serait impossible. C'est-à-dire on râle souvent en disant oui, elles font des bonnes actions, c'est pour se donner bonne conscience. Peut-être. En l'occurrence, c'est un spot qui a bien marché et qui a permis à cette association de récolter un maximum d'argent. Donc, moi, je vous dis, pourquoi pas si ça arrange tout le monde. Dernier élément, on vous a dit sauvegarde de la nature. Vous savez que vous pensez à éteindre l'électricité quand vous allez dans une pièce où vous n'êtes pas bon, etc. Mais oui, mais figurez-vous que tout le monde ne le fait pas. Alors donc, ce sont des gestes à encourager. Il faut faire preuve de pédagogie. Et pour ça, même, vous allez voir, l'association en question... On est toujours dans la forêt amazonienne. Ah non, là, vous allez voir, on est dans une cuisine. Et voilà, vous pouvez être Superman et avoir le costume de Superman. Avec ce simple geste, vous éteignez dans la pièce dans laquelle... Il fallait le trouver, le Superman, dans ce costume. Vous êtes un super-héros en puissance. Voilà. N'oubliez pas d'éteindre. Évidemment qu'il n'y a pas de tigre en Amazonie, on dit ça comme ça. Il vaut mieux les chercher au Bengale, si vous cherchez des tigres. Oui, le tigre de Bengale, le fameux. Ou alors chez la mannequin. Ou alors chez Dunsen, dans son jardin. Alors voilà, vous l'avez compris, James Bond, autrement dit, on va pénétrer dans l'univers de l'espionnage à travers cette exposition, où on va en savoir un peu plus sur le service secret. Alors, ça concerne des services secrets, c'est français uniquement ou c'est l'histoire de l'espionnage dans le monde? L'histoire de l'espionnage dans le monde, surtout la France évidemment, bien au centre de l'exposition, mais aussi la Grande-Bretagne, l'Union soviétique. On parle essentiellement de l'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Mais c'est vrai que à bien y regarder, on pourrait s'imaginer que ça continue encore sous d'autres formes. Et ça, évidemment, on ne nous le révèle pas parce que ça doit être en cours. Alors, il y a les guerres dont on parle, vous savez, à voix haute, qui sont traitées dans les médias. On en parle, voilà, on reconnaît qu'il y a une guerre, on reconnaît qu'on a des ennemis dans le monde, mais... il y a aussi ces guerres qu'on chuchote, qu'on murmure à voix basse, voilà, dans l'ombre, dans la pénombre, avec des travailleurs de l'ombre qui sont ces agents secrets, qui sont ces espions.
On fait ça, évidemment. Tous les pays ont des espions et d'ailleurs les contre-espionnages. Le contre-espionnage existe aussi. Mais tout ça, c'est fait en toute illégalité. Mais tous les pays le font. Alors, c'est illégal, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a carrément, à travers 400 objets, on vous raconte ça. Il y a des objets incroyables. Il y a des parapluies truqués. Il y a des bagues qui contiennent du cyanure. Donc, voilà, on tue. Les espions peuvent tuer, peuvent torturer. Ils sont tous 0-0 quelque Ils ont chose. le permis de tuer. L'idée, c'est Pas quoi ? tous, C'est de ne jamais pouvoir remonter au commanditaire. C'est ça le plus important. Alors, évidemment, nous avons rencontré le commissaire de cette exposition qui nous en dit un peu et qui préfère taire ce qu'on ne peut pas dire, qui est encore dans l'actualité. Chut, direction le musée de l'armée. Une guerre secrète, c'est une guerre qui est menée dans l'ombre par les États pour connaître les intentions de l'ennemi. Donc on s'infiltre dans le dispositif ennemi pour connaître ses capacités, ainsi que pour mener des opérations clandestines, violentes, pour l'affaiblir. Les guerres secrètes sont nées à la fin du 19e siècle, au moment où on crée dans les états-majors des pays européens les services de renseignement permanents. Mais les guerres secrètes telles qu'on les connaît aujourd'hui vont se développer à partir de la Seconde Guerre mondiale avec la création en particulier des services britanniques qui vont mener pendant 4 ans une guerre intensive sur les arrières des troupes allemandes. Il y a 2 grands types d'agents. Les agents permanents, qui sont des fonctionnaires qui appartiennent à un service secret, par exemple aujourd'hui appartiennent à la DGSE. Et on a des occasionnels qui peuvent être essentiellement des sources, c'est-à-dire des gens qui fournissent du renseignement, qui sont plus ou moins manipulés par un officier traitant. Ces sources, elles ont besoin d'argent, elles trahissent par idéologie ou elles sont compromises dans des affaires qui pourraient avoir des conséquences pour leur vie privée. Il y a énormément d'objets qui viennent de musées britanniques. Ce sont des objets passionnants, des objets pour photographier, pour écouter. Des objets qui sont transformés pour devenir des objets du quotidien, mais qui, en fait, sont des caméras, sont des écouteurs. Il y a un sac à main qui est présenté, c'est un sac à main d'une résistante, à l'intérieur duquel étaient cachés des tracts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un tiers des agents britanniques étaient des femmes. Donc c'est une guerre qui se conjugue à la fois au féminin et au masculin. Quand on a découvert un renseignement, il faut le transmettre. C'est la partie la plus délicate et la plus dangereuse. Et ils sont transmis de manière chiffrée, avec un code particulier. Et ce code évolue bien sûr en fonction des jours, en fonction des mois, pour éviter d'être cassé. Donc on présente différents types de codes, de machines à coder. Et en particulier, la plus importante de la Seconde Guerre mondiale, la machine Enigma, utilisée par les forces allemandes pour transmettre leurs informations à différents niveaux de la hiérarchie. Le cinéma a énormément traité ces questions-là et donc nous présentons une vingtaine d'extraits qui accompagnent les différentes thématiques de l'exposition. De films à la fois fantasmés, type James Bond, humoristiques, type OSS 117, jusqu'aux films les plus sérieux, comme L'espion qui venait du froid, qui est un grand classique où John le Carré montre la détresse d'un agent en regard des missions qui lui sont confiées. On ne dévoile aucun secret qui pourrait avoir des incidences aujourd'hui, même si parfois les mécanismes ne changent pas et on utilise toujours les mêmes méthodes pour mener ces guerres. Et là, la démonstration s'arrête jusqu'à quelle année, par exemple, ce que l'on fait en ce moment, Non, là, c'est vraiment sur la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Voilà, ça s'arrête là, parce que voilà, on ne peut pas tout dire. Mais vous avez jusqu'au 29 janvier pour aller voir. Vous savez, ce qui est génial, c'est que la réalité fait face à la fiction. Donc, ils ont mis en face les costumes de OSS 117, de James Bond, et en face, vous avez les costumes et les objets des vrais James Bond. Jusqu'au 29 janvier, au musée de l'Armée, et je vous fais un énorme bisou. Merci beaucoup. Pourquoi cette musique japonisante? Vous allez le savoir d'ici quelques instants. D'abord, combien y a-t-il de rentrées littéraires ici en France? 2, 3, 2. Une en septembre, qui se finit par la distribution des prix, notamment le Goncourt, et une de janvier, qui est maintenant presque aussi importante que la rentrée de septembre. Il y en a autant? 517 romans,
Mais c'est une petite rentrée cette année, si je puis dire, parce que c'est une année d'élection présidentielle, comme tout le monde le sait. Et du coup, les romanciers ont un peu peur de la concurrence des essayistes politiques. Pas sur le volume de livres vendus, parce que ça ne se vend pas tant que ça, les livres politiques. Hein. Non, mais on en parle beaucoup. Mais voilà. On en parle beaucoup. Donc, dans les librairies, il va y avoir bataille entre les romans et les documents. Alors, la rentrée de janvier, elle est un peu particulière, parce que du coup, elle offre une grande visibilité aux gens qui ont déjà eu des prix, d'accord, ou aux très très gros vendeurs. Donc là, il y a des très gros événements. Il y a le nouveau tome d'Elena Ferrante, vous savez, qui a fait cette trilogie qui s'appelle L'Amie prodigieuse. Cette en femme train de devenir... que l'on ne connaît pas. Cette femme que l'on ne connaît pas. Ou dont on a des portraits, mais on n'est pas sûr que c'est elle. Exactement. Et c'est en train de devenir un phénomène mondial, mais presque comme Harry Potter. Hein. Ouais, et le troisième tome sort cette semaine. Et il est génial, je peux déjà vous le dire. Il y a Pénac qui sort un nouveau roman de sa saga Malocène. Il y a les deux Besson, Philippe et Patrick Besson. Il y a des invités un petit peu bizarres, comme par exemple Marlon Brando, qui s'invite dans la rentrée littéraire avec un roman formidable dont je vais vous parler très vite. Un roman sur Marlon Brando ? Oui. Sur Marlon Brando à Tahiti, qui est vraiment très chouette. Vous avez des surprises et vous avez donc des poids lourds comme Didier Decoing, parce que Didier Decoing, non seulement il a reçu le prix Goncourt, mais aujourd'hui il en est membre de cette prestigieuse académie. Mais moi, c'est pas pour ça que je l'adore, Didier Decoing. Je l'adore parce que c'est un des seuls rares Français qui a un sens romanesque extrêmement développé. Quand on voit l'argument de ce livre, on dit mais où est-ce qu'il a été chercher un truc pareil ? Ça vous transporte aux deux sens du terme. En tous les cas, moi, ça m'a transporté au Japon. Et ça vous transporte tellement, je trouve, que c'est raconté avec empathie, avec effusion. C'est magnifique. Le bureau des jardins et des étangs. C'est pas le Japon d'aujourd'hui, hein ? C'est le Japon de l'an 1000, le Japon de l'ère. Alors là, mon japonais n'est pas parfait encore, donc je ne sais pas tout à fait comment ça se prononce. L'époque de l'Eian, qui est une époque qui commence en 794 et s'achève en 1185. Ça s'écrit comme ça. Ça veut dire la paix. Et tout ce que je peux vous dire, que c'est une époque où la culture impériale est à son paroxysme. C'est-à-dire que c'est là que beaucoup d'arts ont été inventés, et notamment le roman, avec moi un des livres préférés au monde qui s'appelle Notes de chevet. Ce sont les notes d'une courtisane de l'impératrice. Là, donc, on est dans ce Japon-là, ce Japon millénaire, et on est entre la cité impériale magnifique et un tout petit village de huttes bancales de pêcheurs, dont le héros est un pêcheur. C'est un pêcheur de carpes, d'accord ? Donc on pourrait croire que c'est un pêcheur anodin, mais pas du tout, parce qu'il sait pêcher les plus belles carpes, celles qui ont des écailles parfaites comme un éventail. Il sait les attraper sans les abîmer, et il va les apporter où ? Au bureau des jardins et des étangs de la cité impériale, parce que l'empereur a demandé c'est un fournisseur de que l'empereur. les pièces d'eau palpitent en permanence de carpes. Donc, c'est un personnage très important du village qui, au début du roman, se noie. Et c'est sa veuve. Sa veuve, elle est beaucoup plus jeune que lui. Personne ne l'a jamais regardée. Elle ne sait même pas qu'il existe un là-bas autre que son village. Mais comme cette économie est très importante pour le village, c'est elle qui va être désignée pour aller apporter les carpes à l'empereur. Et alors ? Sauf que elle ne connaît rien. Elle a une espèce de tige de bambou comme ça sur les épaules. De chaque côté, elle a deux paniers. Exactement, 2 paniers remplis d'eau. Et il ne faut surtout pas que l'eau s'échappe parce que sinon les carpes meurent. Et il ne faut surtout pas qu'on lui vole ses carpes. Donc commence un voyage qu'elle va faire, et c'est ça qui est très beau, uniquement en se souvenant de ce que son mari lui a raconté, des auberges où il s'arrêtait, des forêts qu'il traversait. Et ça devient une aventure épique parce qu'elle rencontre des monstres aquatiques, des brigands. C'est absolument génial. Et en même temps, c'est extrêmement sensuel parce qu'elle se raconte l'amour qui l'unissait à son mari. Et nous, on découvre les traditions du Japon qui sont très, très dépaysantes. Par exemple, vous avez le mariage par intrusion nocturne. Si vous n'aviez pas assez d'argent pour vous marier, eh bien, l'époux, il pénétrait la nuit dans la maison de sa dulcinée. Alors, il arrivait tout nu, parce que comme ça, il devait se différencier des brigands qui, eux, avaient plusieurs couches de vêtements. Oui, puis c'est plus pratique, ça va plus vite. Mais la tête couverte. Oui, mais il fallait qu'il ait la tête couverte, parce que si la fiancée se refusait à lui... Non, mais l'essentiel, c'est d'avoir la... Lui
été épargné l'embarras Oui, oui, du bien sûr. refus. C'est formidable. Le bureau des jardins et des étangs, chez Stock, vous apprenez des milliers de choses. Il y avait une autre tradition comme ça. Il était censé violer la jeune fille, puis on disait, mon Dieu, la jeune fille a été violée, vous êtes obligé d'épouser. Bon, d'accord. Et en fait, il ne payait pas les noces. Ouais. C'était aussi une astuce. Il devait uriner sur la porte coulissante pour ne pas faire de bruit quand il arrivait, pour ne pas réveiller toute la maison. Ah tiens, c'est marrant, oui. ça. Il n'avait pas une petite burette d'huile. Bon, ça s'appelle le Bureau des jardins et des étangs, Didier Decoing. Et merci beaucoup. Formidable. Un petit mot de Laura. Quand on n'a pas le temps de lire, qu'est-ce qu'on fait? Justement, alors avant, on en parlait avec Olivier, il y avait le profil de l'œuvre. Vous vous souvenez, quand vous n'avez pas le temps de lire les grands classiques, vous achetiez le profil de l'œuvre et vous pouviez comme ça avoir un petit résumé. Pour tous les livres qui sortent aujourd'hui, il y a 2 start-upers qui ont décidé de créer Cooper. Donc le principe, c'est simple, il vous résume en 20 minutes tous les livres que vous n'avez pas le temps de lire. Soit vous pouvez les consulter sur votre smartphone, enfin le résumé, soit vous pouvez même les écouter en podcast. Et comme ça, vous vous tenez au courant de l'actualité. Alors, je sais que ce n'est pas bien, mais pour tous ceux qui, de toute façon, ne liront pas, c'est une alternative. Non, mais c'est aussi une manière de les inciter à. Exactement. Parce que si ça leur plaît, ils vont dire, bon, allez, je l'achète. Peut-être que je vais l'acheter. Ça s'appelle Cooper. Transformé. Ouais. Plus besoin de lire. C'est peut-être pas mal. On vous mettrait les commentaires aussi d'Olivia. Là, on va vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas et c'est bien dommage. Oui. Alors, je vais la citer. Je mets les guillemets, c'est important. J'ai les seins qui pendent dans le vide affectif. Je ne suis plus du tout en mesure de prétendre à Charles Ingalls. Je suis passé directement de Laura à Madame Olson. Qui parle ainsi? Vous avez deviné. Si vous connaissez, il s'agit de Blanche Gardin, l'humoriste qui monte, l'humoriste pour laquelle le Parisien a un coup de cœur. Ce matin, ils lui ont collé le max, 5 étoiles, vous les voyez en haut à droite sur la photo. Alors elle a triomphé partout pendant l'hiver, notamment sur une petite scène. Elle sera à l'Européen à partir d'après-demain et jusqu'à fin février. Et elle est à hurler de rire. Elle raconte son blues de la quarantaine qui approche et elle détonne un peu dans un monde de convenance où il est de bon ton de dire en permanence, notamment sur Facebook, à quel point mais tout va bien. C'est elle qui parle ainsi ce matin dans le Parisien. Le spectacle est interdit au moins de 17 ans. Blanche Gardin y tient. C'est pour ça que je ne peux pas ici et maintenant, à une heure de grande écoute, vous proposer ses meilleures vannes. Non. Mais elles valent le détour quand même. Voilà. Ouais. Si on peut appeler ça comme ça. Moi, j'ai beaucoup. Elle le dit elle-même, elle dit je suis trash. Oui. Ouais. Non, elle dit même non, trash, ça me gêne un petit peu parce que trash, ça fait poubelle. En même temps, si le spectacle, c'est la poubelle du monde, ok, allons-y, je suis trash. Elle parle beaucoup de sexe, parce que toute notre prudence, c'est ça. Oui, elle parle beaucoup de sexe, de sa condition de femme de 39 ans qui arrive à la quarantaine et qui se pose plein de questions, enfin, elle a fait des rencontres va au bout du monde plus pour ou moins aimables. Voilà. Un jour, elle a pris une fessée, elle raconte une fessée avec un Américain, et après, elle a pris avec un Italien. Il y a une différence. L'Américain demande la permission. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. C'est très drôle. Alors, si la provoque ne vous rebute pas, je vous conseille par ailleurs dans Libération le portrait de Déborah de Robertis, une artiste luxembourgeoise de 32 ans qui s'est fait une spécialité de poser nue à des endroits où franchement on ne l'attend pas et où en général elle n'est pas la bienvenue. Donc c'est ainsi qu'elle a pénétré discrètement il y a quelques mois dans le musée d'Orsay et qu'elle s'est mise nue à même le sol devant un tableau, pas n'importe lequel, L'origine du monde de Gustave Courbet. Et bien sûr, elle a mimé la pose du modèle. Donc je vous laisse imaginer, elle est restée là jusqu'à ce que la sécurité la déménage un petit peu. Ça a pris un peu de temps, et suffisamment en tout cas pour qu'un complice puisse filmer la scène, qui tourne maintenant d'ailleurs sur Internet. C'est la bête noire des musées, et à chaque fois, ça se termine par une garde à vue. Alors dans Libération ce matin, elle dit, bon, pour moi, la garde à vue, c'est pas grave, ça fait partie de la performance. Non, mais c'est son brevet ou que ça a bien marché. Mais le problème, c'est que récemment, Déborah de Robertis a quand même eu droit à une évaluation psychiatrique. Et elle dit ça, c'était pas prévu, c'était pour m'intimider, dit-elle. Et elle confesse que ça a été quand même particulièrement anxiogène pour elle. Alors, pour terminer, les coulisses des guerres secrètes sur le sujet, la Croix nous rappelle que le musée de l'armée propose une expo jusqu'à la fin du mois. Vous y trouverez 400 objets, des objets, alors je cite la Croix parce que c'est bien dit, des objets denses de l'angoisse, de la sueur et parfois du sang d'hommes et de femmes qui ont choisi, au nom d'intérêts les surplombants, de risquer leur vie. Donc là, vous avez à gauche la machine à chiffrement électromécanique, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, mais vous avez à droite le paquet de cigarettes qui a fait carrière pendant la guerre froide.
au sein du SDES, vous savez, c'est le contre-espionnage, l'enceinte dans la DGSE, parce que vous voyez les cigarettes, mais le paquet de cigarettes cache en fait un appareil photo miniature. Donc dans ce musée, on croise On en aussi a parlé tout à l'heure, on le avait parapluie les- bulgare, le rouge à lèvres baiser qui tue, la pilule de cyanure dans la bague, etc. etc. Musée des armées. Voilà. Voilà. Et ça, c'était un des aspects des résolutions pour l'année de Patrice Ronden dans la revue de presse culturelle. Il va garder que les 3 premières lettres. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Bah, vous l'avez vu. Hein, vous l'avez Ben vu. oui, c'est vrai que les 2 tiers là, étaient consacrés à ça, au sujet. Ouais, Sujet important. c'est